L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme à l'école. C'est un problème qui touche. Nous allons explorer et détailler les chiffres et les faits des discriminations scolaires. Nous allons faire un rappel historique, évoquer des exemples de racisme dans le quotidien scolaire. Nous allons vous parler d'appropriation culturelle, d'intersectionnalité, de colorisme et de bassine. Ah là là, quel menu! Et nous vous proposerons des pistes d'action pour lutter contre ces phénomènes. Mais d'abord, Élise, les définitions. Alors voilà, qu'est-ce qu'on entend par racisme ? En fait, il y a plusieurs racismes. Et finalement, il y a surtout plusieurs mots qui définissent les racismes, enfin, d'après nous en tout cas. Donc il y a déjà effectivement le racisme qui désigne toute idéologie ou comportement qui hiérarchise les groupes humains en fonction de leurs caractéristiques raciales, qui conduisent à la discrimination ou qui marginalisent des personnes en fonction de leur appartenance à une race supposée. Donc ça va se manifester par des actions hostiles, comme tu disais Élise, des préjugés ou des systèmes institutionnels qui vont favoriser un groupe au détriment d'un autre. Et après, donc, dans les racismes, on a aussi ce qu'on appelle la xénophobie. On l'utilise moins, mais c'est vrai que ce terme est aussi important parce que la xénophobie, c'est une attitude de rejet ou de peur envers les étrangers ou les personnes qui sont perçues comme étant d'origine étrangère. Et c'est vrai que la xénophobie, c'est finalement aussi quelque chose qu'on observe très souvent parce que, effectivement, il y a plein de personnes qui ont peur des autres, des gens différents. Et contrairement au racisme, qui lui va se focaliser sur les différences raciales, la xénophobie, elle se manifeste surtout par une méfiance donc, et une hostilité à l'égard des personnes venues d'autres pays ou parfois simplement perçues comme non natives, donc pour nous en France, donc non nées en France. Et donc dans les racismes, on a aussi l'antisémitisme. Donc l'antisémitisme est une forme spécifique de racisme qui vise les personnes juives. L'antisémitisme englobe des attitudes hostiles, des stéréotypes négatifs, des discriminations et des actes de violence contre les juifs. Et c'est évidemment basé sur leur appartenance religieuse, mais aussi ethnique ou encore culturelle. Alors, notre volonté, c'est vraiment de vous définir les différents termes sans mettre en concurrence le racisme d'une part et l'antisémitisme de l'autre. Là, on vous parle vraiment des différentes sortes de racisme, de ce que cela englobe. Pour revenir d'ailleurs sur la définition du racisme, autant au XIXe siècle, le racisme était défini sur le plan biologique. Donc c'était une hiérarchisation des races. Telle race était supérieure à telle autre. Maintenant, on observe un glissement vers le plan culturel. Vous allez plutôt entendre, dans le racisme ordinaire, ça va être « Ouais, mais eux, ils ne pensent pas comme nous. Eux, ils ne sont pas comme nous. » On parle plus du tout, ou alors beaucoup moins, et ça c'est certains qui sont porteurs d'idéologie, mais dans le racisme ordinaire, vous n'allez plus avoir ces différentes intelligences selon la race. On va en arrêter de mesurer les crânes des squelettes pour savoir qui est le plus intelligent. Ça se base sur le plan culturel et également religieux. Et donc finalement, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est de la xénophobie moderne qui constitue le racisme ordinaire. Oui, c'est vraiment, on va avoir peur de l'autre, on va avoir peur de l'inconnu parce qu'on pense que ça met en danger notre identité nationale. En parlant des racismes, nous voudrions nous arrêter un moment sur un terme que vous ne connaissez peut-être pas, le colorisme. Mais qu'est-ce donc ? C'est une discrimination basée sur la teinte de peau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule, entre guillemets, sorte de noir. Ben non, il va y avoir des marrons clairs, des cafés au lait, des noirs un peu plus noirs. Si ça s'arrêtait là, si c'était qu'une couleur de peau, ce serait pas dérangeant. Mais ce qui pose problème, c'est que même les personnes concernées intériorisent que c'est mieux d'avoir la peau plus claire. Elles vont même jusqu'à faire des traitements éclaircissants, des crèmes qui leur bousillent la peau, qui est cause de cancer. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. Même à l'intérieur de ces groupes, il y a des discriminations liées aux teintes de couleur de peau. Autre phénomène, Élise, le passing. Alors c'est vrai que ce terme, je ne le connaissais pas et je l'ai découvert dans de la littérature américaine notamment, parce que c'est vrai que c'est un terme anglo-saxon, de passing.
Et j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plu, je vous le conseille, je ne fais pas de pub, mais juste, ça peut être intéressant de transmettre des livres qui nous ont plu. Donc c'est un livre d'Alexandra Lapierre qui s'appelle Belle Green. Et Belle Green est une femme qui a existé et qui justement était victime de passing. Donc le passing, c'est ce phénomène où une personne appartenant à une minorité raciale peut se faire passer pour blanche afin d'échapper à la discrimination. Et cela soulève la question de l'identité raciale et des privilèges qui y sont associés, et associés donc à la couleur de la peau. Et c'est vrai qu'au début du 19e siècle, aux États-Unis notamment, il y avait même des peines de prison si on utilisait le passing dans sa famille, alors qu'on avait un arrière-grand-père noir, donc on avait du sang noir, et on n'avait donc pas accès à certaines choses auxquelles avaient accès donc les blancs. Et si on usait de ce passing, bien qu'on n'ait aucune caractéristique, on va dire, de certaines identités raciales, eh bien, on pouvait être poursuivi, on pouvait aller en prison. Et donc, Belle Green, pour pouvoir travailler pour un banquier et financier fortuné, elle s'est faite passer pour blanche pour obtenir donc ce travail. Donc bref, je vous conseille ce livre, c'est très intéressant. Autre sujet que nous voulions aborder, l'appropriation culturelle. Elle se produit lorsque des éléments d'une culture sont utilisés par un autre groupe. Donc, un exemple très concret, l'exemple des dreadlocks. Des élèves noirs peuvent être discriminés pour porter des coiffures traditionnelles comme les dreads, alors que les mêmes coiffures vont être adoptées par des élèves blancs sans conséquence. Il y a aussi d'une sorte d'effet, c'est cool de porter des vêtements ou des coiffures, sans réaliser tout le racisme qui est lié. Ils en tirent des bénéfices sans subir le racisme. Ce phénomène met en lumière la différence de traitement selon la couleur de peau dans l'espace scolaire. Et c'est vrai que pour rebondir sur les dreadlocks, finalement, ce qui est problématique, c'est que c'est ça vraiment l'appropriation culturelle, c'est de rendre cool, chouette, à la mode, des choses qui, à l'inverse, quand il s'agit de personnes racisées, vont effectivement leur porter préjudice dans leur quotidien. Ils vont être stigmatisés pour porter justement ces mêmes habits, ces mêmes coiffures. À l'inverse des blancs qui vont faire la même chose, ça va être très valorisé. Et c'est vraiment un souci de s'approprier comme ça des choses sans comprendre que derrière, il y a vraiment du racisme persistant. Et enfin, je voulais vous parler aussi des discriminations multiples, donc de l'intersectionnalité. On en parle de temps en temps dans nos épisodes, et c'est vrai que c'est un concept qui est très important pour nous. Il a été développé, pour la petite histoire, par la juriste Kimberly Crenshaw, qui explique comment différentes formes de discrimination, donc en l'occurrence aussi beaucoup le sexisme, le racisme, peuvent se croiser et aggraver la marginalisation d'une personne. Ça fait appel aussi à l'inclusion, le handicap, la grossophobie. Enfin, vous imaginez bien que, en fait, en gros, quand on cumule plusieurs discriminations, ça crée donc de l'intersectionnalité et donc c'est encore plus préjudiciable. Donc par exemple, sur notre sujet, on peut dire que les femmes et les filles de couleur subissent souvent un cumul de discriminations. Ça va être à la fois des discriminations raciales et sexistes. Par exemple, une fille noire au collège, elle peut être à la fois discriminée pour sa couleur de peau et être aussi objectifiée ou voire invisibilisée en tant que femme, en tant que fille. Et ça, c'est vraiment très très compliqué à vivre, de subir de l'intersectionnalité. Alors Élise, est-ce que tu peux nous parler un peu des chiffres du racisme à l'école ? Les chiffres, c'est vraiment impressionnant. Plus de 3600 actes racistes et antisémites ont été recensés à l'école lors de l'année scolaire 2023-2024. C'est énorme. Ce sont des chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Ces chiffres ont été multipliés par 3 en un an. Autre rapport, le rapport de la CNCDH. Mais qu'est-ce donc ? C'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Un rapport de 2022 révèle que près de 30% des élèves issus de minorités disent avoir déjà été victimes de discrimination raciale à l'école. Qu'est-ce qu'on entend par discrimination ? Des moqueries, des insultes, des comportements d'exclusion de la part d'autres élèves, mais, et ça peut paraître choquant, des décisions biaisées de la part des enseignants ou enseignantes, comme des notes plus sévères, une orientation scolaire moins ambitieuse. Quand on parle d'orientation scolaire moins ambitieuse, rappelons que SOS Racisme pointe également la sous-représentation des élèves issus de minorités dans les filières d'excellence. Filières d'excellence, c'est-à-dire lycées prestigieux, prépa, grandes écoles. Ils sont souvent discriminés dès le processus d'admission par des biais implicites. Ça va être un découragement, des autocensures, des orientations par défaut.
Et alors à l'école, on a des chiffres, Élise ? Alors oui, il y a quelques chiffres. Donc pour l'école maternelle et élémentaire, en fait, on se rend compte que les enfants prennent conscience des différences raciales dès l'âge de 3-4 ans. Et il y a certaines études qui montrent qu'à cet âge, les enfants issus de minorités ethniques, ils commencent déjà à intérioriser des stéréotypes négatifs sur eux-mêmes. Donc c'est quand même extrêmement grave. Et les préjugés se manifestent par l'exclusion de jeux ou par des remarques sur leur apparence, etc. Ce qui est très drôle d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Lors de la première année scolaire de ma fille, il y a eu la traditionnelle photo de classe. Et je me suis dit, tiens, regarde, je vais te montrer ma photo de classe de moi quand j'étais en maternelle. Et donc j'ai été en maternelle à Cambrai dans les années 80. Donc j'étais la seule métisse de la classe. J'ai montré la photo à ma fille et je lui ai dit, qui avait 3 ans à l'époque, essaye de me trouver, à ton avis, où est-ce que je suis ? Elle ne m'a jamais trouvée. Elle m'a montré toutes les filles de la classe sans jamais me trouver. En dernier lieu, elle s'est dit, oh, c'est peut-être elle. Juste pour vous dire que elle avait 3 ans à peine et elle ne voyait pas la couleur de peau. C'est quand même incroyable. Incroyable. C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore touchée par le racisme au final. Au collège et au lycée, on se rend compte que le racisme prend une forme plus directe. Donc ça va être des insultes, du harcèlement, et puis une stigmatisation là, des élèves arabes, noirs, et aussi les Roms, dont on parle pas beaucoup, qui sont clairement discriminés, et souvent ces groupes d'enfants vont être considérés comme plus turbulents, moins studieux, et malheureusement les enseignantes, les enseignants elles-mêmes peuvent avoir, tu le disais tout à l'heure Élise, des biais inconscients ou conscients, il y a aussi du racisme affiché chez les enseignants, et qui vont notamment noter plus sévèrement ces élèves et les orienter donc vers des filières moins prestigieuses. Concernant les études supérieures, il y a vraiment une discrimination à l'entrée des grandes écoles ou des universités. Les étudiants et étudiantes d'origine étrangère, ils rapportent, ils expliquent, ils racontent qu'ils ont vécu des expériences d'exclusion sociale et d'invisibilisation, notamment dans les filières de l'élite académique. Alors bien qu'il y ait des programmes comme les cordées de la réussite, dont on a déjà parlé dans notre épisode sur la rentrée au collège, il faut quand même savoir que oui, des quotas sont mis en place dans les établissements prestigieux, mais toutefois, ça révèle finalement le racisme intrinsèque qui fait que s'il n'y avait pas ces quotas, il n'y aurait pas du tout de représentation des minorités. Donc c'est quand même très problématique. Petit rappel historique. En France, il n'y a pas eu de ségrégation scolaire officielle en tant que telle comme aux États-Unis. Mais il y a quand même eu un racisme institutionnel et des discriminations qui ont façonné le parcours éducatif des enfants issus de l'immigration. Il y a quand même une enquête PISA, qui date de 2018, mais qui dit que la France compte parmi les 4 pays ayant le système scolaire le plus inégalitaire. Imaginez-vous que, et c'est un petit peu décourageant, mais que le système scolaire français participe à la reproduction et à l'aggravation des inégalités de réussite scolaire qui sont corrélées évidemment aux inégalités socio-économiques. Un exemple, la REP et la REP+. REP, qu'est-ce que cela signifie ? Réseau d'éducation prioritaire, le petit plus, et signifie renforcer. Et au départ, elles ont été créées pour lutter contre les inégalités, mais elles sont quand même devenues des ghettos scolaires où la majorité des élèves sont issus de familles immigrées ou de classes populaires. Donc c'est vraiment pour vous expliquer qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. À l'inverse, un autre ghetto, et comme pour les écoles publiques, ce ne sont pas toutes les écoles privées, mais les écoles privées, notamment religieuses, jouent un rôle dans la reproduction des inégalités raciales en attirant les familles favorisées et majoritairement blanches. Donc c'est une autre forme de ghetto. Et finalement, c'est ça qui va une fois de plus développer la fameuse xénophobie, parce que quand on se mélange pas, ça crée la peur de l'autre, des enfants qui ne se côtoient pas et qui donc ont peur les uns des autres. Alors, un petit peu quand même encore d'histoire, et notamment celle des États-Unis, parce que c'est quand même très intéressant ce qui s'est passé là-bas. La ségrégation scolaire aux États-Unis, elle a officiellement pris fin en 1954. Il a fallu donc un arrêt, celui de Brown v. Board of Education, mais les effets sont toujours visibles aujourd'hui, avec des écoles majoritairement noires ou latines dans certains quartiers défavorisés.
Dans les années 70, aux États-Unis, on a eu ce qui s'appelle le busing, qui visait à transporter des élèves de différents quartiers pour favoriser la mixité raciale. Et ça a rencontré une résistance massive. Il y a eu beaucoup d'opposition et ça a vraiment montré la profondeur des inégalités raciales. Alors, au niveau d'autres pays, donc il y a eu évidemment l'Afrique du Sud avec l'apartheid. Donc les écoles étaient strictement séparées selon la race, avec des ressources aussi inégalement distribuées. Alors on a aussi l'Algérie, durant la colonisation française, c'était quand même un vrai territoire français. Et bien là-bas, les écoles étaient réservées aux colons européens. Les enfants algériens étaient largement exclus. Ils avaient un accès très limité à l'éducation. Alors autre exemple de discrimination et de stéréotypes raciaux à l'école. Il y a une étude qui a été réalisée en 2019 dans plusieurs écoles françaises a montré que les élèves aux prénoms à consonance arabe ou africaine avaient 25% de plus de chances d'être orientés vers des filières professionnelles, même lorsque leur performance scolaire était similaire à celle de leurs camarades blancs. Alors là, on a parlé de racisme systémique. Élise, peux-tu nous parler des stéréotypes ? Souvenez-vous de cette petite phrase « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Ça ne vous a pas un peu choqué ? Je pense que si, ça va choquer beaucoup de personnes. Cette petite phrase a été prononcée par Nicolas Sarkozy, alors président de la République, devant un parterre de politiciens africains à Dakar. Imaginez, il va quand même en Afrique, à Dakar, devant un parterre de politiciens, d'hommes politiques et devant le peuple sénégalais, dire que l'histoire africaine n'a aucune valeur au niveau mondial. Concrètement, comment est-ce que l'on peut contrer cela, lutter contre ces stéréotypes dévalorisants dès l'école ? Eh bien, en représentant plus dans les manuels scolaires ces minorités ethniques. Comme on commence à le faire pour la représentation des femmes, quand on parle des femmes scientifiques, des femmes exploratrices, des femmes historiennes, etc., faisons de même pour les minorités ethniques. Il y a des Égyptiens aussi qui ont découvert des momies égyptiennes. Il n'y avait pas que les Anglais et les Français. Il faut penser à élargir notre vision. Et alors, c'est pas facile, ça va être un travail de longue haleine. Il faut vraiment nous remettre en question. Il faut qu'on y réfléchisse lors de nos constructions de cours pour que ces minorités ethniques soient plus représentées et que les élèves issus de ces groupes soient moins invisibilisés. C'est quand même hyper dur pour un enfant qui va se dire il n'y a pas de scientifiques noirs, il n'y a pas d'astronautes indiens, etc. Pour la petite histoire, j'ai une amie dont la nièce est métisse. Et donc un jour, elles discutent toutes les deux. La fameuse petite phrase « Toi, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grande ?» Ben moi, j'aimerais bien être maîtresse, mais c'est pas possible parce que ça n'existe pas, les maîtresses noires. Et là, on parle pas du tout d'inégalité sociale, économique, parce que les parents sont CSP+. C'est vraiment que dès l'âge, imaginez-vous que dès l'âge de 7 ans, elle avait intériorisé le fait qu'on ne pouvait pas être noir et professeur des écoles. C'est quand même hallucinant. Et ce qui aussi est du coup interrogeant quand on réfléchit aux équipes éducatives, donc au groupe des enseignants, au groupe des animateurs et des ASM, on se rend compte quand même de certaines particularités. Alors, ce qui est valable sur tout le territoire, c'est que, comme tu le dis, les enseignants, les enseignantes sont majoritairement blancs. Il y a très peu de représentations différentes. Et alors, c'est peut-être une particularité à Paris, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, enfin toi et moi, Élise, ce qu'on vit, nous, dans notre école notamment, et ça, c'est valable pour toutes les écoles maternelles parisiennes, c'est que les ASM, donc les agents spécialisés des écoles maternelles, sont noirs, ainsi qu'une majorité aussi d'animateurs. Et d'ailleurs, les ASM sont souvent issus d'anciennes colonies françaises. Tout à fait. Ce problème de représentativité ne se pose pas seulement dans les métiers de l'éducation nationale. La question se pose dans de nombreux métiers. On vous parlait jusqu'à présent de sous-représentation de certaines minorités ethniques. Maintenant, nous allons vous parler de sur-représentation de ces mêmes minorités ethniques dans certains métiers. Pensez aux métiers du soin, de la santé. Alors non seulement ils sont très féminisés et on vous en parlait dans l'épisode sur l'égalité filles-garçons, on parle des métiers de la petite enfance, nous parlons des métiers de la santé. Infirmière, aide-soignante, soins à domicile. Pensez aussi aux surveillants de prison. Tous ces métiers qui, au départ, donc dans le courant du XXe siècle, ne trouvaient pas de candidats. L'histoire, c'est qu'on est allé chercher des gens dans les colonies, on est allé chercher des gens dans les territoires d'outre-mer, parce qu'en France, personne ne voulait faire ce travail.
Et alors moi je pense que c'est pour cette raison aussi qu'on a essayé de créer des avantages comme les congés bonifiés pour les personnes venant d'outre-mer pour qu'elles puissent rentrer plus facilement. Mais au départ ce sont des métiers que personne ne voulait faire en France. Comme, bon là je repars en arrière, mais au début du XXe, les Polonais et les Italiens dans les mines c'était ça, dans le nord de la France. Même principe. Voilà, donc nous vous avons parlé du racisme systémique, nous vous avons parlé des stéréotypes, des métiers. Continuons sur les stéréotypes au niveau des jouets. Alors oui, les jouets sont aussi vecteurs de stéréotypes raciaux. Il y a une expérience très intéressante qui a été menée dans les années 40, qui s'appelle le Doll Test, mais qui a aussi été refaite bien plus récemment. Et on peut voir cela dans le documentaire très intéressant qui s'appelle Noir en France. Alors, cette expérience, elle a montré que les enfants noirs préféraient les poupées blanches aux poupées noires, qu'ils associaient des qualités positives à la blancheur et des qualités négatives à la couleur de peau noire. Eh bien, ce phénomène persiste donc aujourd'hui, comme on le voit d'ailleurs dans ce documentaire. Bien que la diversité des jouets ait évolué, les Barbies noires ou métissées, bien qu'elles existent, sont souvent sous-représentées dans les magasins et leur commercialisation reste vraiment minoritaire comparée aux poupées blanches. Donc, d'où l'importance vraiment des jouets inclusifs. Il faut absolument que les jouets puissent intervenir dans la construction de l'identité des enfants. Les fabricants peuvent jouer un rôle très positif. En diversifiant leur gamme de produits, il faut absolument les inciter, et on vous le dit là aujourd'hui si vous nous écoutez, fabricants de jouets. Il faut proposer des jouets qui représentent les différentes ethnies et cultures de manière respectueuse et non stéréotypée. Alors, Élise, parlons maintenant vraiment le cœur de notre sujet, l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire contre le racisme, les racismes à l'école ? Rapidement, au niveau théorique, il y a 2 formes de lutte. Premièrement, la lutte universaliste. Cette lutte universaliste va opposer au racisme une idée de mélange. Elle va dire « oui, nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux, nous sommes la société française », au risque de nier les cultures, parce qu'on va essayer d'aplanir, d'égaliser. Et puis, face à ce récit républicain, il y a certains enfants qui vont dire « moi, je suis quand même victime de racisme ordinaire ». Et donc, l'idéal républicain se fracasse un peu contre les ressentis des enfants. Donc, ça peut être une piste, mais pas la seule. Il y a également ce qu'on appelle la lutte différentialiste. Dans ce cas-là, vous allez valoriser les différences. Vous allez opposer au racisme la tolérance, l'idée que toutes les différences se valent. Attention à ne pas cristalliser non plus ces différences et attention au repli des communautés et attention à ce que cette lutte en favorisant la valorisation des différences n'aboutisse pas à des constitutions de groupes très figés et à un eux contre un nous. Pour aller plus loin et plus concrètement, je vais reprendre les propos de Aurélien Ramini, qui est un prof de philo, qui a écrit un rapport sur le racisme et les jeunes, explique que la lutte universaliste vous permet de poser un cadre républicain en tant que professeur, et on en parlera un peu plus après, en disant « Ok, nous sommes en France, nous sommes dans un cadre républicain. J'entends vos problèmes de racisme ordinaire, mais nous sommes dans un cadre auto-républicain et tu peux pas dire qu'il y a eux et il y a nous. » Ce qui va favoriser un phénomène d'auto-racialisation. Et c'est là que va se constituer des ghettos ou des groupes qui vont être très rigidifiés et qui ne vont pas aller les uns vers les autres. C'est pourquoi il est intéressant quand même d'utiliser cette lutte universaliste. C'est essayer de faire dialoguer les groupes. Et puis alors là, on vous a parlé théorie, mais il faut vous dire que dans la pratique, les enseignants, au quotidien, ils vont conjuguer ces 2 approches. Ils vont essayer de les raccrocher l'une à l'autre pour faire au mieux. Élise, est-ce que tu peux nous parler de ce que l'on fait dès l'école maternelle et élémentaire ? Effectivement, il est essentiel de sensibiliser, donc ça on l'a dit d'ailleurs au tout début de notre podcast, dès l'école maternelle, mais tout au long de la scolarité et jusque dans les études supérieures et même je dirais aussi lors de formation d'adultes. En
maternelle et à l'école élémentaire. On peut mettre en place des activités ludiques pour apprendre le respect et la tolérance, des ateliers de lecture sur des personnages divers, des jeux éducatifs qui montrent des familles d'origine différentes. Alors il faut vraiment apprendre à faire un pas de côté, à faire preuve d'humilité, parce qu'il faut qu'on apprenne à déconstruire déjà nos préjugés et nos biais implicites, et que l'on s'intéresse donc à la culture. Donc on va effectivement proposer des activités aux enfants, et donc il faut qu'on adopte une posture bienveillante envers tous les enfants, mais c'est aussi très important d'adopter cette même posture et cette même humilité envers les familles, de se mettre à leur place, de les considérer, de s'intéresser à leur parcours, à leur culture, et donc de mettre en place des événements, par exemple, ou des ateliers où on va essayer de se reconnecter avec ces familles. Nous, on va vous donner un exemple très précis, parce que l'année dernière, et d'ailleurs cette année aussi, on a mis en place, on a vraiment réfléchi avec toute notre équipe, Élise, avec toutes les enseignantes. Oui, on n'a pas fait ça en 2-3 mouvements, on y a vraiment réfléchi tout ensemble, parce que ça fonctionne si toute la communauté éducative est dans le projet. Donc ça a été les instituts, mais pas seulement, les ASEM, tout le personnel de l'école. On a vraiment co-construit cette action, on a fait appel à des intervenants extérieurs qui avaient l'habitude de mener ces actions, qu'on va vous développer bien entendu, et on s'est vraiment enrichi des parcours de chacun et chacune. Oui. Et donc en fait, le postulat de départ, il était que nous avons des familles qui sont très éloignées de l'école, que nous n'arrivons pas vraiment à solliciter, à impliquer, et on ne veut surtout pas les stigmatiser. Mais on s'est rendu compte que souvent ça s'associe à des enfants en difficulté scolaire, et bien qu'on mette en place des réunions d'équipe éducative, on va inviter tout le monde et on va essayer d'évoquer les problèmes de l'enfant, demander des soins, des choses comme ça, ou alors mettre en place ce qu'on appelle aussi des PRE, eh bien on se rendait compte que ces élèves, ensuite en école élémentaire, parce que nous sommes donc à l'école maternelle, eh bien en élémentaire, les problèmes persistaient, avec des problèmes de type mutisme, refus de parler devant les autres, des soucis aussi comportementaux. Et on a donc réfléchi à un projet qui permettrait vraiment de valoriser ces familles. Donc Élise, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Nous avons fait le tour de chaque classe, nous avons listé les parents qui nous semblaient un petit peu déconnectés de l'école, ou, à contrario, des parents ressources qui pourraient nous aider justement à faire le lien entre le milieu de l'école et le milieu des familles. Et donc, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que pour une fois, on allait essayer effectivement d'inviter ces familles-là et pas les familles qui sont très présentes. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un reproche, au contraire, ces familles-là, elles sont très importantes, mais qui viennent de façon systématique aux événements, aux expositions que propose l'école, alors que ces autres familles dont on vous parle viennent peu parce qu'elles ont honte de mal parler français, parce qu'elles sont réservées, parce que culturellement d'ailleurs, c'est problématique pour elles de venir. Et parfois, elles ne s'autorisent même pas à venir parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Pour elles, l'école, c'est du domaine du professeur et la maison, c'est du domaine de la famille. Pour certaines familles, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est vraiment, il faut vous décentrer en tant que professeur et essayer de vous mettre à la place des parents. C'est parfois difficile. Parfois, c'est pas du désinvestissement. C'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude de penser comme nous, on pense. Et c'est pourquoi Élise s'est dit que pour inviter ces familles et pour les inciter à venir, Élise utilise un petit subterfuge, on peut le dire. Tout à fait. Donc en effet, j'ai fait une convocation. Alors je ne l'ai pas appelée convocation, mais je leur ai donné un courrier officiel de l'école en leur disant qu'ils étaient attendus lors d'une réunion, telle date, telle heure. On les a prévenus bien à l'avance. J'ai mis dans ce courrier qu'ils pouvaient servir de justificatif pour leur employeur, pour donner un côté un peu formel. Et en leur disant par contre que s'ils ne pouvaient pas venir, il fallait me prévenir. Et cette invitation était valable pour les deux parents, parce que souvent se pose aussi le problème de la femme invisibilisée. Et nous, on voulait vraiment valoriser les deux, la mère comme le père. Et c'est vrai d'ailleurs que j'ai fait des courriers distincts, c'est-à-dire en fonction du nombre de parents. Pour chaque enfant, j'ai fait un courrier par personne. Alors c'est vrai que le jour J, les familles sont arrivées avec une certaine appréhension, donc je me sentais un petit peu coupable par rapport à ce courrier. Mais bon, on avait donc prévu tout un dispositif d'accueil. Ils sont arrivés dans le préau qu'on avait aménagé. Il y avait un buffet qui les attendait et nous étions
accompagnée de Ranka Bigel-Jacques-Babic, qui est une psycholinguiste qu'on remercie d'ailleurs et qui va à nouveau travailler avec nous cette année et qui nous avait d'ailleurs, à juste titre, fait penser à bien prévoir dans notre buffet du salé. Parce que voilà, certaines familles ont l'habitude de prendre des petits déjeuners salés. Et donc, je me souviens plus très bien, Élise, comment ça s'est passé? Je crois que j'ai fait un petit discours. Oui, et juste avant ce discours, nous avions invité les parents à venir s'installer par groupe. Donc, ils avaient tout simplement les petits badges. Et les parents étaient répartis, chacun à une table différente. À chaque table, il y avait environ 7-8 parents, une enseignante et, si besoin, un interprète. Et ensuite vint le moment du discours tant attendu. Alors le discours était très court, c'était vraiment pour accueillir les parents. Et puis, alors toi, Élise, t'as pas pu le voir parce que tu parlais, mais moi, j'ai pu voir le regard des parents et c'était vraiment touchant parce que, donc, au départ, c'est vrai qu'ils avaient l'air assez inquiets. Et ben justement, là, on est vraiment dans la lutte différentialiste. C'était valoriser le multilinguisme, c'était valoriser les langues, valoriser le fait de parler les langues à la maison, pas forcément l'anglais ou l'espagnol. Ça pouvait être n'importe quel dialecte, le lingala, le dioula, le bambara, le tingrinya, le bengali, vraiment. Et là, j'ai vu dans le regard des parents un soulagement en disant « mais ce qu'on fait, c'est bien alors. On a raison de parler dans notre langue maternelle à nos enfants. » Ce discours a permis de les conforter dans leur rôle de parents et puis de les inciter à être coéducateurs avec nous. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore plein de professionnels qui disent aux parents de ne surtout pas parler la langue maternelle à la maison. Cela n'est par contre pas valable quand il s'agit de langues telles que l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le chinois, le russe, etc. Où là, au contraire, on va valoriser le bilinguisme. Mais dès qu'il s'agit d'une autre langue de pays, notamment d'Afrique, eh bien, ça va être complètement discrédité. Et c'est vrai que c'était important pour nous de le verbaliser aux familles et que ce soit en plus traduit pour qu'ils comprennent exactement de quoi ils retournaient. Et donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on leur a proposé quelque chose de très simple pour des enfants d'école donc maternelle. Et c'était vraiment l'idée que tous les enfants de l'école repartent avec finalement une création faite par nous les enseignantes et avec ses parents. Et donc, ils étaient donc par table et ils ont prononcé dans leur langue les couleurs. Et ce qui était intéressant, c'était la discussion que ça a provoqué. À travers le simple nom des couleurs, ce qui transparaissait, c'était vraiment la culture de la personne. Et ce qui était intéressant, c'est que en parlant, on voyait ces personnes vraiment prendre confiance, prendre de l'assurance, en disant bah oui, nous, dans notre langue, la couleur jaune se dit la couleur de telle fleur, de tel arbre. Et c'était vraiment juste à travers les couleurs, on arrivait à percevoir quelques éléments d'une culture différente, d'une pensée différente. Nous avons enregistré les parents prononçant le nom des couleurs. Nous avons demandé également à certains parents qui le désiraient d'écrire le nom des couleurs. Nous n'avons pas voulu le rendre obligatoire parce que nous savons que certains parents ne savent pas forcément écrire dans leur langue maternelle ou en français. Dans le petit livret que nous avons imprimé pour tous les enfants et les parents de l'école, il y avait la couleur écrite dans différentes langues et on pouvait écouter en scannant un QR code, tout simplement. Et donc ce petit livret se présentait tout simplement sous la forme de couleurs, chaque page avec une couleur différente, et donc sur chaque page un tout petit livret qu'on a ensuite agrafé mais qui était très joli, avec donc effectivement par exemple la feuille jaune avec écrit dans différentes langues le mot jaune, et puis avec un QR code on entendait à la suite différents parents dire dans leur langue le mot jaune. Donc c'est vrai que c'était très très fort finalement ce moment qu'on a vécu avec eux, avec ces familles qui se sont vraiment ouvertes tout au long de la journée, qui sont pour certaines personnes qui ne m'avaient pas parlé quand même, à moi la directrice de l'école, pendant parfois 1, 2, presque 3 années, je le savais parce qu'ils étaient très réservés, sont venus me parler, se sont ouverts. Et ce qu'on a constaté surtout après, les jours suivants, les semaines suivantes, les mois suivants, c'est que ces parents qui étaient quand même très éloignés de l'école ont vraiment apprécié ce moment, se sont sentis vraiment valorisés et notamment ont fait des propositions. Par exemple, certaines familles sont venues me proposer de traduire
traduire le livret d'accueil. Donc c'est un livret que j'ai écrit pour les nouveaux élèves en petite section, que je donne donc aux familles avant la rentrée de leur enfant en petite section, qui explique tout le fonctionnement de l'école, ce à quoi ils doivent penser. Eh bien, j'ai des familles qui donc avaient assisté à cet événement, qui sont venues me voir en me disant « Si vous voulez, je veux bien traduire ce livret en bengali, en tamoul, en je ne sais plus quelle autre langue, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment chouette. Et ceci dit, il y avait aussi quand même des familles qui étaient invitées ce jour-là, qui parlaient aussi russe, anglais, allemand, je crois, et qui, elles aussi, du coup, ont pu traduire ce livret. Et ce qui était quand même aussi chouette, je trouve, de la part donc de ces autres familles, celles donc qui sont habituées, qui viennent régulièrement à nos événements scolaires, etc., c'est qu'ils ont énormément apprécié, alors qu'elles n'étaient pas invitées à cet événement précis, mais elles ont vraiment compris la démarche. On a fait une publication aussi sur le site internet, le blog ENT de l'école. Elles ont trouvé que c'était un événement vraiment intéressant, riche, et elles ont énormément apprécié ce fameux petit livret. Cette action, c'était vraiment pour vous expliquer que en valorisant la différence des langues, en essayant de comprendre la richesse de chaque langue, on a pu ensemble créer un projet commun ensemble, c'est-à-dire avec la communauté éducative, on entend enseignants, animes, personnel de l'école et les parents. On parle de coéducation. Aujourd'hui, elle est là, la coéducation. C'est ensuite tisser des liens avec les familles qui sont parfois éloignées de nous, tisser des liens pour avoir un projet commun. Et là, notre projet commun, c'est l'enfant, c'est l'élève qu'on a en face de nous. C'est là notre projet commun. On est peut-être très différents au niveau des cultures, mais on est là dans le même objectif, c'est que l'enfant, l'élève s'épanouissent et apprennent des choses à l'école et dans sa famille. Et il me semble d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Élise, que lors de cet événement, on avait prévu un calendrier que chaque enseignante a proposé aux parents de sa classe de venir en classe, soit pour cuisiner une recette qui leur plaisait beaucoup, soit pour raconter des contes dans leur langue, avec la traduction en français de l'enseignante, ou alors d'un conte très connu déjà des enfants, mais dans leur langue, ou encore de chanter des comptines, par exemple, dans leur langue maternelle. En tant qu'enseignant, vous pouvez vous faire accompagner par des associations. Donc il faut bien vérifier la légitimité de chacune des associations, mais cela peut être des personnes ressources. Il y a une association, notamment Doulala, qui permet de travailler avec les familles, et donc elles vont apprendre aux familles à raconter une histoire dans leur langue. Donc le parent va venir dans la classe raconter l'histoire dans sa langue, sans aucune traduction, mais avec des petits objets pour que les enfants suivent. Et ensuite, l'enseignant la raconte en français. Et ça permet de faire les liens, toujours pareil, on est toujours dans faire le lien. Donc là, on vous a parlé un petit peu d'événements exceptionnels, de grands événements, mais il faut vraiment penser à votre posture de tous les jours. Il faut ouvrir l'école aux familles, donc ça peut être, moi je sais que j'invite les parents à venir une demi-journée dans la classe pour qu'ils sachent ce qui se passe à l'école, parce que souvent c'est ça aussi, l'éloignement vient du fait que les parents ne savent pas ce que l'on fait à l'école. Donc c'est vraiment intéressant d'ouvrir l'école, d'inviter les parents dans l'école. Souvent il y a des réticences et des méfiances parce qu'ils ne connaissent pas. Donc n'hésitez pas à les inviter. Et puis aussi discuter avec les parents sans justement avoir une attitude hautaine en disant moi je sais, toi tu écoutes. C'est essayer de comprendre sans juger le parcours des parents. Et c'est là qu'intervient la transculturalité, dont on fera un épisode spécifique d'ailleurs. Mais c'est essayer de comprendre la culture de l'autre pour faire des liens, sans juger, et puis essayer de trouver un point commun, un point d'accroche pour pouvoir avancer ensemble. Alors c'est vrai qu'on peut proposer aussi des ressources. Vous pouvez aller sur le site Canopé, vous allez y trouver des références, vous allez y trouver des supports, des outils. Et aussi, il y a un numéro spécial des cahiers pédagogiques qui s'intitule « Racisme et école ». Alors, Élise, qu'est-ce qu'on peut proposer pour les années collège et lycée ? Au collège et au lycée, l'enseignement de l'histoire coloniale et des discriminations raciales doit être renforcé. Ça ne peut pas être juste une séquence de quelques heures. Il faut vraiment, d'autant plus aujourd'hui à l'heure des médias, des fake news, donc il faut vraiment
avoir une assise historique, que les enfants comprennent pour qu'ils soient moins sujets à écouter tout ce qu'ils entendent dans les différents médias, que les enfants puissent avoir du recul. Il faut que les enfants apprennent à développer un esprit critique. Et pour développer un esprit critique, il faut avoir des connaissances. Donc, développer des connaissances de l'histoire coloniale, des discriminations raciales, discuter en classe sous forme de débats, d'ateliers pour déconstruire ces stéréotypes. Et il est important que les établissements mettent en place des sanctions fermes pour les comportements racistes. Concernant les études supérieures, se pose la question de l'orientation dont on vous a parlé tout à l'heure. La diversité à l'admission doit être encouragée. Il faut qu'il y ait des systèmes d'examen anonymes avec des quotas pour garantir l'accès aux minorités. Il y a des programmes de mentorat et de soutien qui existent, mais ils doivent être développés pour aider les étudiants issus des minorités à s'intégrer pleinement dans le milieu universitaire. Et sinon, Élise, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents pour lutter contre le racisme général et puis aussi à l'école ? En tant que parent, ne pas minorer les petites phrases de vos enfants. Écoutez ce que vous disent vos enfants. Parfois, ça peut vous choquer. Ne rentrez pas tout de suite dans le frontalement. Essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça. Si vous entrez tout de suite en confrontation, si vous montrez que ce que vous dit votre enfant vous heurte, il va s'empêcher de vous le dire. Donc, si votre enfant vous sort une phrase très raciste, donc le racisme ordinaire, ou s'il vous montre une vidéo qu'il trouve drôle, qu'il a vue sur un réseau social, discutez-en avec lui. Laissez ouverte la porte à des discussions. Posez-lui des questions. Essayez de l'amener à réfléchir. Par exemple, votre enfant vous dit un soir en rentrant de l'école « Ah, de toute façon, les Noirs, ils sont tous méchants. » Alors, normalement, ça va vous heurter. Alors après votre journée de travail, vous allez vous dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte là ? Non mais là, j'ai absolument pas le temps de lui parler. » Essayez de comprendre pourquoi. Parce que le problème aussi, c'est le racisme d'interaction. À cet âge-là, les enfants n'ont pas d'idéologie. Après, ça va se développer au lycée, au collège. Mais à cet âge-là, ça va être du racisme d'interaction. Il m'est arrivé telle chose, donc j'essentialise, je généralise. Vraiment, essayez de discuter avec lui, d'aborder cette question, de lui poser des questions, de lui dire « Pourquoi est-ce que tu penses ça ? Qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui ? Ah, ça t'a rendu ça. » Mettez des mots sur ses émotions. Mais dites-lui, tout le monde n'est pas comme ça. Après, quand ils sont plus âgés, vous pouvez également aborder l'aspect historique. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'histoire des colonisations, qui explique, sans excuser, beaucoup de choses. Et en cas de discrimination vécue à l'école, il est important que les parents signalent les comportements racistes aux enseignants, à la direction et accompagnent leurs enfants. Alors on arrive à la fin de cet épisode, on espère qu'il vous a plu et on voudrait juste vous rappeler que finalement ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut qu'on déconstruise nos habitudes, notre posture, nos idéologies et que finalement, alors c'est très dur à entendre, mais on est tous racistes, on est tous xénophobes, on a tous quelque part souvent peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de l'autre, et qu'en fait, on fait aussi nous-mêmes partie du problème. Il faut vraiment se dire que cette déconstruction, elle va prendre du temps. Ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on va complètement changer d'idée, changer notre éducation finalement, parce qu'on a été tous, en France en tout cas, éduqués dans le racisme systémique. Et effectivement, il faut qu'on en sorte, et on en sortira collectivement en effectivement faisant, comme on l'a dit tout à l'heure, un pas de côté, en s'intéressant les uns aux autres, en étant bienveillants les uns envers les autres, en ayant conscience des difficultés que vivent les personnes discriminées qui peuvent donc effectivement avoir des moments où ils vont aller moins bien, où il faut justement les soutenir et non pas les juger. Donc on espère vraiment que toutes ces informations vous ont enrichi, vous permettent de réfléchir, de grandir, de vous éduquer aussi, parce que nous, en tout cas, ça nous éduque, toutes les recherches qu'on fait pour alimenter notre podcast. On vous rappelle qu'on est aussi sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok avec notre compte Les Élises avec un Z. On vous invite donc à vous abonner, à aller voir. On publie des vidéos sur la classe dehors, des mots d'enfants, et vous pouvez aussi, via ces réseaux sociaux, nous contacter, nous donner votre avis sur le podcast, nous proposer aussi des thèmes que vous voudriez qu'on développe, ou encore si vous voulez tout simplement venir participer à un enregistrement, manifestez-vous. Et on vous dit à très vite. N'hésitez pas à nous laisser un avis sous le podcast. Donc à bientôt. À bientôt.